Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sarah, bienvenue dans le podcast. Je vais te laisser te présenter, toi, tes activités artistiques, professionnelles, un peu tout ce que tu veux nous dire sur toi. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Salazar, j'ai 24 ans et je suis photographe et réalisatrice. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel moment tout ça est rentré dans ta vie, cette passion-là pour la photo et pour le cinéma, la réalisation? J'ai commencé la photographie assez jeune, j'avais 8 ans, parce que quand j'étais enfant j'avais des légers problèmes de motricité fine. Maintenant ça s'est complètement résorbé, mais en fait j'avais un peu de mal à écrire et à dessiner. Et comme ma mère avait vu que j'aimais beaucoup faire des choses de mes mains, elle m'a acheté un petit appareil photo, les petits appareils Nikon Coolpix où t'appuies et t'as une photo. Donc pas très compliqué. Et en fait après j'ai toujours fait des photos. Ça a toujours été mon moyen d'expression. Et en ce qui s'agit du cinéma, disons que c'est un peu pareil. Depuis très jeune, c'est une de mes passions. Enfin, je dissocie pas ces deux passions. Mais j'avais eu conscience très jeune que donc, l'accessibilité au cinéma en termes d'équipe, etc., c'est quand même une plus grosse ampleur que la photographie. Donc j'ai mis un peu plus de temps à le pratiquer, même si j'ai toujours pas mal filmé plein de petites choses de la vie de tous les jours. Mais voilà, donc c'est assez récent que je me mette à... Ça fait à peu près 2 ans que je mets à des vrais projets de films. Et est-ce qu'enfant tu te disais j'ai une âme d'artiste, j'aime vraiment ça, ou est-ce que ça te paraissait finalement normal, c'était juste toi? C'était assez... En fait, c'était vachement ancré dans ma vie de tous les jours. Et même en fait, quand j'ai grandi à l'adolescence, c'était assez évident en fait. Tout le monde autour de moi me disait que c'était ça que je devais faire, en tout cas des études dans la photographie. Mais j'ai quand même eu... je me suis un peu imposé un parcours scolaire au lycée, etc. Par exemple, j'ai fait S alors que j'aurais dû faire L. Des petites choses comme ça, mais qu'on fait souvent un peu tous. Et puis je m'étais dit, peut-être que je devrais faire du droit. J'avais beaucoup de mal à m'avouer, même si c'était évident pour moi, qu'en fait, il fallait que je fasse des études en artistique. Et puis finalement, à force que mes proches me disent t'as le droit de faire ça, et j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup j'ai pu faire ça jeune, et je sais que c'est pas toujours le cas, que souvent on s'impose d'autres études par sécurité, mais en fait moi j'y crois pas trop à cette histoire de sécurité, parce que en fait tous les métiers maintenant pour moi, à part évidemment quelques métiers comme médecin ou avocat, et même c'est pas du tout des métiers faciles, mais il y a de l'insécurité partout. Et donc, je pense que voilà, si on a envie de faire quelque chose, faut le faire. Et je pense que c'est important quand on le peut de commencer jeune, parce que ça permet déjà de voir assez jeune les diverses difficultés, mais aussi les avantages. Et donc sur ça, je suis assez contente d'avoir eu cette chance de faire mes études d'art jeune. Et est-ce que quand tu dis commencer jeune, c'est commencer jeune à faire des études d'art, donc après le bac, ou à juste photographier et essayer de découvrir finalement sa manière à soi de faire de la photo? Quand je parlais vraiment d'études, mais comme je disais auparavant, oui, j'ai commencé très jeune à faire des photos et j'ai été autodidacte pendant des années. Mais c'était même si les études c'est pas une fin en soi, et qu'on peut tout à fait, il y a différentes écoles, même il y a par exemple les gens qui font plus de l'assistanat ou autre, c'est une école en soi. Mais moi je pense que j'avais besoin peut-être un peu pour me rassurer aussi. Puis j'ai appris beaucoup, surtout techniquement, parce que la photographie et le cinéma, ça reste des métiers techniques. Donc j'avais besoin de me nourrir, et à partir du moment où j'avais la technique, je pouvais justement beaucoup plus, finalement, m'affranchir de cette technique pour faire ce que j'avais envie. Mais je l'avais,
Mais voilà, pour moi, en fait, c'est compliqué. En fait, on arrive à un certain stade, surtout par exemple quand on fait de la photographie studio, où c'est des lumières artificielles et tout ça, si on n'étudie pas la lumière ou si on la comprend pas, euh, ça, on est un peu bloqué. En fait, du coup, on peut vite faire toujours la même chose. Et encore, pour moi, la lumière, c'est quelque chose qui s'apprend toute sa vie. C'est tellement riche, il y a tellement de possibilités. Mais voilà, du coup, moi, j'ai décidé d'apprendre comme ça, mais pour moi, il y a vraiment beaucoup de façons d'apprendre un métier artistique. Et t'as choisi cette école comment? Alors moi, du coup, après que je me sois décidée à faire des études d'art, j'avais un peu de mal à choisir une école précise. Du coup, je me suis dit que j'allais préparer les différents concours, et du coup, j'ai fait une année de prépa en art, où j'ai tenté différentes écoles comme les Beaux-Arts, les Arts Déco, etc. Mais comme j'étais très photo, je me suis dit, moi, ce qu'il faut, c'est que je fasse une école de photo. Et donc, finalement, j'ai choisi de faire l'école de Condé à Paris, qui durait 3 ans. Et à partir de là, en fait, c'était plus en fait, du bouche à oreille. Moi, je trouvais ça bien, une formation de 3 ans. C'était un peu plus riche qu'un BTS. Et j'aimais bien aussi leur approche artistique, surtout durant la 3e année. Donc ça m'a vraiment poussée à tenter cette école. Et puis finalement, j'ai été reçue et ça s'est très bien passé. Tu étais déjà, donc toi, à Paris dans ton enfance, c'est pas, t'as pas quitté ta ville pour faire ces études-là? Non, je vivais déjà à Paris. J'ai toujours vécu à Paris. Ouais, donc t'as pas eu déjà ce déracinement-là, Non, pas vraiment. J'ai eu de la chance aussi parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de choix, surtout dans le domaine artistique. Donc, je considère ça vraiment comme une chance. Et alors toi, aujourd'hui, tu fais principalement des portraits et des corps. On en parlait un petit peu tout à l'heure avant de commencer l'interview. Ça a de suite été une évidence. Qu'est-ce que tu photographiais, enfant? Bah, disons qu'en fait, très jeune, enfin, les premières choses que j'ai photographiées, c'était des visages. J'ai été très vite obsédée par ça. Même encore maintenant, dans la rue, moi, j'adore regarder un peu tout le monde, sans être vraiment dans épier les gens, mais ça me fascine vraiment les particularités qu'ont les gens, en fait. Et du coup, je pense que j'ai pas du tout été dans un truc... oui, bien sûr, j'ai photographié un peu des paysages, des fleurs, un peu comme tout le monde qui commence la photographie. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était les gens et aussi ce que représentent les différentes personnalités des gens, et je voulais mettre ça aussi en avant. Et par la suite, quand j'ai commencé en fait mes études, j'ai commencé à travailler sur le corps. Ça me titillait un peu. Et je sais pas trop pourquoi, mais j'avais un rapport à mon corps compliqué. Pendant ma puberté, en fait, j'avais pas mal de soucis de santé, mais on ne trouvait pas forcément ce que j'avais. Et puis, c'est vers mes 20-21 ans, en fait, qu'on m'a décelé une maladie chronique au niveau de mes articulations. Et en fait, à partir de ça, ça a déclenché quelque chose chez moi où j'ai beaucoup plus compris mon travail sur le corps et où je l'ai beaucoup plus approfondi. Et donc ça a été d'ailleurs mon projet de fin d'études. En fait, j'ai travaillé sur la représentation des mots MAUX en photographie. Et donc je dirais que maintenant, je travaille vraiment sur la douleur, sur aussi les sensations un peu enfouies. Donc je me bats aussi beaucoup, finalement, même si je travaille le corps nu, contre la sexualisation constante qu'on peut voir des corps. Et je suis beaucoup plus dans quelque chose de sensoriel. Et aussi, ça dépend de mes séries, mais il y a aussi une recherche assez graphique et sculpturale. Je suis assez passionnée par la danse contemporaine, donc ça influence beaucoup mon travail. C'est vrai qu'on voit dans ton travail justement, et c'est ce qui est impressionnant, comment par une image on peut voir ce que tu as voulu montrer. Moi j'ai été vachement frappée par pas mal des portraits que tu as fait, pas mal des corps où je me suis dit waouh, c'est sublime, mais on voit, c'est poétique en fait. Comment tu prépares une séance? En ce qui s'agit pour mes photos plus de corps, ça dépend en fait. J'ai 2 grosses séries.
J'ai une première série qui s'appelle Les Enveloppes et qui, elle, traite justement de mon rapport à mon corps et à la maladie. Et donc ça, j'avais un protocole artistique assez particulier. En fait, je voulais pas faire d'autoportrait. Parce que je me sentais pas, même si la plupart des artistes que j'aime font de l'autoportrait en ce qui s'agit du corps nu, mais moi... Et donc je voulais, sans faire de l'autoportrait, que au moins mes modèles s'identifient vraiment à moi. Donc en fait, j'ai écrit des textes sur mon rapport à mon corps et à la maladie. Et en fait, avant de faire les photos, je les faisais lire à mes modèles. Et c'était pas n'importe qui, les modèles, c'était souvent des femmes qui avaient déjà posé pour moi et qui étaient proches de moi. Donc il y avait tout un peu une instauration de proximité. Mais ça, c'était des choses évidemment qu'elles ne connaissaient pas puisque c'était très personnel. Et en fait, à partir de ces textes, on faisait les images. Donc je me suis un peu placée comme un metteur en scène. Et en plus, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai envie de faire plus tard, de la mise en scène. Et donc, et en fait, c'était une vraie discussion. Et même si, bien sûr, j'avais des idées de pause, moi, je shoote beaucoup dans des ateliers, des endroits dans l'atelier, mais c'était vraiment, en fait, comme si elle s'était devenue moi pendant 1 heure, 2 heures. Donc ça, c'est pour vraiment la série Les Enveloppes. Puis j'ai une autre série qui s'appelle Corps à corps, qui, elle, est plus une recherche... En fait, c'est vraiment une recherche formelle et c'est un couple. Enfin, ils sont pas vraiment en couple dans la vraie vie, c'est 2 amis et je pense que ça apporte beaucoup d'ailleurs parce que du coup, il y a une forme de respect entre eux et une sorte d'osmose qui est autre que amoureuse. Et là, c'est vraiment aussi une recherche très sculpturale, très formelle sur les corps en fait qui s'unissent. Et aussi, c'est quelque chose dans le temps parce que c'est toujours les deux mêmes personnes, enfin, le garçon et la fille, et je n'ai pas envie de faire cette série avec d'autres gens parce que j'ai envie de voir aussi l'évolution des corps. Là, ça fait 3 ans, un petit peu plus, qu'on travaille sur cette série, et je trouvais ça super chouette qu'on fasse encore des photos dans 10 ans. Donc, il y a aussi ce truc-là parce que j'ai pas envie déjà de faire un catalogue ou même si ça pourrait être, je pense, intéressant aussi, hein, avec différents modèles, mais là, pour l'instant, en tout cas, je vois vraiment comme un travail où on est toujours tous les trois et on fait cette série. Est-ce que c'était une évidence pour toi et tu savais que ça allait bien se passer de travailler sur des corps du coup nus? Est-ce que c'est pas, t'as pas peur qu'il y ait un problème de confiance? J'imagine que c'est quand même une ambiance qui est particulière à mettre en place. Moi, en fait, je travaille beaucoup avec des gens qui sont danseurs ou modèles vivants, donc qui posent pour le dessin, la sculpture ou la peinture. Donc, c'est des gens, en fait, qui ont un rapport à leur corps qui... Bien sûr, je pense que je connais personne qui a un rapport simple à son corps, mais c'est des gens qui l'utilisent dans le travail. Donc, qui savent aussi dissocier, disons, leurs complexes, les choses qui les dérangent. En fait... J'ai fait quelquefois des photos nues avec des gens qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser leur corps, mais pour en fait, je trouve que c'est quand même important. Puis en plus, moi, comme c'est quand même des poses qui sont pas forcément évidentes en termes de souplesse ou de choses comme ça, c'est un peu, ce serait un peu compliqué. Mais par exemple, assez marrant pour ma série Corps à corps, le garçon est pas du tout danseur. Mais la fille qui pose avec lui a énormément posé, elle est modèle vivant, etc. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, lui, c'est plus comme un socle, même s'il bouge beaucoup aussi, mais tout ce rapport aussi, justement, à la sculpture, etc. Mais en fait, finalement, déjà, je pense que comme je suis une femme, il y a un peu un truc, et que je ne travaille quasiment qu'avec des femmes, il y a un peu un truc aussi, on a le même corps et je pense qu'il y a des choses où on se comprend. Et je pense que ça les rassure inconsciemment de faire ça avec une femme. Et même je connais certaines femmes qui décident de plus poser avec des femmes que des hommes. Je pense qu'il y a quelque chose de... Ouais, en fait, finalement, il y a une belle sororité dans ces moments-là.
Et en fait, finalement, les gens, ça m'est jamais arrivé qu'il y ait une gêne parce que ça se passe bien et qu'on est... Enfin, je pense qu'il y a... J'essaye en tout cas d'établir un environnement sain et où finalement, les vêtements, avec ou sans vêtements, ça importe peu. Et en fait, casser un peu la barrière justement de tous les clichés qu'il y a sur le corps et ce qu'il représente. Et parce qu'en fait, on fait tout avec notre corps. Et je trouve que parfois, on dissocie trop ça. En fait, on a trop l'habitude que le corps soit relié au sexe, mais je veux dire, sans notre corps, on fait rien. Et je pense que quelque part, je sacralise aussi un peu ça. Enfin, l'utilité de tout ce qu'on a en nous et même de tout ce qui peut justement, quand on a une maladie ou autre, nous handicaper. Et du coup, je questionne plus ça. Puis je trouve que c'est un travail, en fait, le travail sur le corps en photo, c'est un travail qui fait énormément de bien quand on le regarde. Parce qu'en fait, pendant des années, on a regardé des photos de magazines super retouchées où on avait l'impression que c'était notre corps qui n'était pas normal. Et je trouve que quand même, ces dernières années, on voit de plus en plus de corps différents montrés. Et ça décomplexe énormément. Et je trouve que c'est un travail qui est presque de santé publique, de faire un travail sur les corps, en fait. Oui, je pense. Et puis moi, je sais que j'avais photographié une femme de 71 ans nue, c'est assez beau parce qu'elle a toujours été toute sa vie modèle vivant. Bon, elle a fait peu de photos. Elle a fait surtout pour la sculpture, la peinture et le dessin. Mais c'était très très intéressant de voir les réactions différentes face à ces images, parce que c'est des images assez crues. Enfin, j'ai pas cherché à, disons, cacher la réalité du corps. Et puis surtout, en fait, parfois j'ai discuté avec différentes personnes qui me disaient qui savaient pas à quoi en fait allait ressembler leur corps plus tard, ou qui disent ouais, j'ai vu très tard par exemple ma grand-mère se changer, mais parce que voilà, on devait sortir ensemble. Et c'est des choses en fait, justement, je pense que c'est ça aussi qui fait peut-être chez certaines personnes accepter, ne pas très bien accepter le fait de vieillir, le fait que le corps va changer, parce qu'en fait on nous fige dans une image et elle ne bouge pas. Et en fait, je pense que c'est une grande souffrance. Et je pense que justement, c'est bien de voir des corps différents, parce que ça permet de... En fait, moi, je pense que c'est très important, surtout en termes, pas forcément en termes de forme de corps, même si c'est important aussi, hein, mais en âge de corps, je trouve que c'est encore moins visible. Oui, c'est vrai que... D'ailleurs, cette photo dont tu parles, de cette femme de 71 ans, je l'avais vue et je m'étais dit, waouh, elle est d'une puissance, cette photo. Parce que c'est des corps qu'on n'a pas l'habitude, en effet, de voir photographier et qui pourtant sont des corps qui restent beaux. Et c'est vrai qu'on voit souvent la vie... Enfin, je dis ça, j'ai 23 ans, mais la vieillesse, je pense que c'est souvent un complexe quand on arrive à un certain âge. Alors qu'en fait, il y a tellement de... Enfin, on reste tellement beau à chaque époque et c'est juste des moments différents de nos vies. Et c'est beau de pouvoir le mettre en image, en fait. Oui, bah, je pense que c'est important. Et puis, en fait, je pense que ça peut faire évoluer les gens. Enfin, moi, je crois vraiment au pouvoir des images. C'est inépuisable. Et puis, on a besoin de ça pour se construire aussi et pour être un peu plus indulgent. Et puis, c'est important aussi de voir différentes formes de beauté. Parce que, certes, un corps d'une femme de 20 ans, c'est très beau aussi. Mais... Enfin, en fait, c'est important la diversité et de voir de tout. Et même, je considère que c'est comme ça avec tout dans la vie. Parfois, on a tendance à s'enfermer dans un modèle. Mais c'est super important, la nuance, les différences. Enfin, moi, je suis hyper attachée à ça. Même que ce soit avec les films, par exemple. Pour moi, c'est super important de voir plein de films très différents, même des choses où on se dit « Ah, je vais pas aimer ». En fait, on apprend toujours. Donc, c'est important, je pense,
dans quelque chose de positif par rapport à tout ça et aussi d'évolutif quelque part. Oui, puis je pense que dans le cas des films, mais dans le cas de beaucoup de choses dans la vie, on évolue. Et donc on peut penser qu'on va pas aimer quelque chose et à force de le regarder, se dire ah en fait il y a quand même un truc peut-être qui va pas me bouleverser, mais qui va quand même me toucher, me marquer. Tu vois, et ça on peut pas l'avoir si on s'ouvre pas à quelque chose de nouveau. Oui, oui, carrément. Et puis la vie n'est faite que de ça. Et puis parfois même, tu vas rencontrer quelqu'un pendant une soirée, il va te dire un truc, enfin, ça va entre guillemets changer ta vie. Mais enfin, ça paraît un peu simple dit comme ça. Mais il y a des choses en fait que on ne réaliserait pas sinon. Et je pense qu'il faut, en particulier quand on est dans des milieux artistiques, être un peu à l'affût de tout. Parce que déjà, tout peut être une source d'inspiration et tout peut t'enrichir. Tu viens du coup de nous parler du fait que parfois une simple rencontre va te faire un déclic, ça va être une phrase, un conseil, une rencontre. Est-ce que tu as des exemples, toi, de ça, de rencontres qui ont, alors, changé ta vie, peut-être pas, mais qui ont marqué ta vie? Bah, je pense que, en fait quelque part, tous les gens que j'ai rencontrés, que j'ai pu photographier, ça m'a énormément enrichi parce qu'en fait, quand tu photographies les gens, je dis souvent ça, t'es un peu leur psy. Et surtout quand tu restes toute une après-midi avec eux, des choses comme ça. En fait, tu découvres beaucoup de choses et je pense que tout ça, ça m'a beaucoup enrichi aussi sur découvrir des différentes personnalités, enfin découvrir comment les gens marchent tout simplement en fait parce que quand tu vois presque des gens différents tous les jours, donc j'aurais du mal à te dire qu'une seule personne. J'ai aussi eu des professeurs dans mon école de photo qui m'ont beaucoup beaucoup appris et qui ont changé aussi ma façon de voir la photographie. Donc ça, je leur en suis vraiment extrêmement reconnaissante. Oui, je pense que c'est plus un ensemble de choses, en fait, un ensemble de rencontres. C'est intéressant cette phrase de dire quand je photographie quelqu'un, je suis un peu son psy, finalement, sa psy. Parce que je pense qu'en fait, j'en suis assez persuadée. On a tous, mais tu le disais tout à l'heure, un rapport un peu conflictuel à notre corps. Et je pense que quand tu arrives à te sentir bien le temps d'une séance photo, à te sentir jolie, t'es maquillée, t'es coiffée, ça fait un bien fou, en fait. Ouais, je pense que moi j'ai pas mal de gens, parfois des particuliers, parce que je fais beaucoup par exemple de jeunes artistes ou de jeunes comédiens, mais je fais aussi des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu artistique. Et c'est vrai qu'en fait je pense que c'est important de s'offrir ça de temps en temps quand on le peut, bien évidemment. Puis surtout ça fait des souvenirs. Et moi je sais que par exemple, comme c'est mon métier, je fais très peu de photos de moi ou de photos avec mes amis. Parce qu'en fait, vu que c'est mon métier, j'ai envie que ça n'entre pas dans ma vie forcément personnelle, même si bien sûr, en plus maintenant avec les téléphones, on peut faire des photos quand on veut. Mais du coup, parfois je me dis, mince, j'ai pas pris une photo de ça. Et l'aspect en fait souvenir pour moi est très important. Ça aussi, ça témoigne d'une époque. Tu te dis, ah ouais, il y a 5 ans j'étais comme ça. Et oui, en fait, même que ce soit le corps, mais aussi le visage. On a aussi nos complexes au niveau du visage. Et les gens vont te dire, ah, j'aime pas ce profil-là, ou j'aime pas ça. Et puis, en fait, ce qui est super, c'est quand tu peux leur montrer qu'en fait, non, c'est tout à fait montrable et qu'il faut pas le cacher. Et c'est un peu mon boulot aussi. Et même moi, mon truc préféré, en fait, je crois que c'est quand les gens me disent qu'ils aiment pas faire des photos. Parce que souvent, il y a quelque chose de très honnête qui en ressort et en fait finalement ils y arrivent toujours. Je pense que c'est une impression, donc ouais, ça c'est assez intéressant et marrant. C'est quoi ton rapport à la retouche dans la photo, justement, parce que il y a un travail énorme sur une photo.
d'amélioration, d'étalonnage, de travail sur la lumière et l'image. Mais finalement, dans tes images restent très sincères. Justement, je trouve que tu arrives à travailler avec l'humain sans essayer de faire justement le corps... J'ai du mal à formuler ma question. Je trouve que justement, tu n'essaies pas de faire une couverture de magazine où tous les petits complexes, les petits défauts sont effacés. Tu arrives à faire ce rapport-là, sincère à l'image. Comment tu le travailles ? En fait, je fais... Parce que en termes de retouche, en fait, je retouche surtout la lumière et les couleurs. Et par exemple, en ce qui s'agit de la peau, à moins que je fasse de la beauté ou voilà, mais en fait j'enlève juste les imperfections, les petites rougeurs, les petits boutons, mais je vais pas essayer de en fait disons que j'essaie de faire une retouche très qui se voit pas et qui du coup et en même temps ça embellit si tu veux, ou en tout cas ça permet aux gens que les choses qu'ils aiment pas trop ne ressortent pas. Mais en fait je suis vraiment dans quelque chose d'assez en fait assez naturel. Enfin, en fait on pourrait, parce qu'il y a certaines de mes photos qui sont vraiment retouchées, mais comme le but est que ce soit naturel, finalement ça donne cet effet là. Mais parce que j'ai pas envie de lisser la peau, d'agrandir les yeux, enfin c'est pas comme ça que je vois les choses. Et puis mais de toute façon maintenant avec le numérique tout est un minimum retouché, parce qu'en fait en plus en fait même avec l'argentique hein, c'est une autre façon de retoucher, mais c'est pareil. Et en fait parce que l'image numérique telle qu'elle sort brute, c'est vraiment enfin il y a aucune dynamique en fait d'image, de contraste. Donc dans tous les cas en fait la retouche fait partie intégrante du travail, mais je pense que c'est tout à fait possible d'avoir des images peu retouchées mais en même temps qui ont une identité. Et surtout, voilà, c'est parce que dans ma pratique, moi j'ai des amis par exemple qui ont besoin de faire du montage dans leurs photos ou des choses comme ça. Moi c'est assez rare, donc j'ai un rapport, je dirais, à la retouche assez sain et naturel. Mais voilà, ça dépend aussi vraiment du boulot qui m'est demandé. Il y a pas mal de contraintes parfois, donc... Tu fais donc principalement, en tout cas, tu fais beaucoup de photos, tu le disais tout à l'heure, d'artistes. Comment tu as commencé ça ? Comment tu as eu ces contacts-là au départ ? Est-ce que c'est toi qui allais les chercher ? Ouais, en fait, moi j'ai commencé par... en fait, je photographiais beaucoup d'amis à moi et d'amis d'amis. Même à l'époque, je cherchais des gens sur Facebook. Enfin, c'était un peu le casting sauvage. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que ce serait chouette de travailler avec des agences de mannequins. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai envoyé petit à petit des messages à différents agents. Au début, c'était plus des petites agences parce que c'était ce qui était plus accessible, puis je commençais. Et du coup, je leur proposais en fait de réaliser les books et portfolios de leurs mannequins. Et puis petit à petit, j'ai pu demander à d'autres agences. Puis en fait, après, voilà, c'est un peu de fil en aiguille, ça grandit. Puis maintenant, je peux vraiment demander, si je veux une fille en particulier, je peux le demander si je connais la bookeuse. Et puis en fait, après, j'ai pas fait que des mannequins, j'ai aussi fait des comédiens. Et j'ai continué ça. Ça fait 8 ans à peu près, je pense, que j'ai commencé à contacter à contacter différentes agences. Et pour les comédiens, ça se passe plus sur Instagram et tout. Puis c'est vrai que Instagram, en plus, maintenant, ça a créé quelque chose où tu peux contacter des gens très facilement. Regarde-nous, tu m'as contacté Ouais, sur exactement. Instagram. Mais moi, même, j'ai parfois pu demander des choses à des gens sur Instagram qui étaient un petit peu connus ou des choses comme ça, ou des gens auxquels avant j'aurais jamais eu accès. Donc ça, c'est super. Et puis même, j'ai vraiment beaucoup de gens qui me contactent sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et là, j'aimerais un peu plus
faire des choses pour la presse, faire aussi... Parce que là, je fais beaucoup de jeunes artistes. J'ai fait quelques fois des artistes un peu plus âgés. Mais j'aimerais bien en faire plus. Ça m'intéresse vraiment de pousser un peu le portrait, justement. Comme le corps, finalement, a tout type de portrait. Ouais. Je rebondis un peu sur le sujet des réseaux sociaux. Parce que, justement, tu le dis, c'est plus facile de contacter... sur les réseaux, et ça, c'est vrai que c'est une image c'est quelque chose qui finalement fait partie de notre quotidien quand on travaille avec des artistes, que ce soit toi dans le cadre de la photo, moi avec le podcast. On a l'impression, je pense, avant d'en avoir besoin, que c'est impossible qu'un artiste nous réponde, que du coup c'est un monde qui est trop loin du nôtre et qu'on peut pas faire les choses. Et je pense que s'il y a quelqu'un ici qui nous écoute et qui a envie de faire ça, en fait, vous risquez rien à écrire, lancer quelque chose, en fait. Ah oui, moi je crois vraiment à ça. En fait, même si... En fait, il faut se dire que le pire du pire, la personne ne vous répond pas. Moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont jamais répondu, comme plein qui m'ont répondu. Et alors oui, parfois, pendant une journée, tu vas être un peu triste parce que la personne t'a pas répondu, mais en soi... je pense que vraiment... Même souvent, moi, quand j'ai envoyé vraiment des messages sincères et tout ça, et que la personne a pu le voir, parce que ça arrive aussi... Moi, je trouve que d'ailleurs, la messagerie Instagram, c'est pas toujours pratique. Moi, ça m'arrive souvent de rater des messages. Du coup, je m'oblige à regarder presque tous les jours les demandes et tout, parce que, en fait, parfois, je les rate. Mais disons que quand tout marche bien, souvent, les gens... En fait, souvent, les gens sont accessibles. Je pense que c'est aussi parfois, que ce soit dans la vraie vie ou dans les réseaux sociaux, il y a cette façon de rendre les gens inaccessibles, en fait. Mais bon, c'est des gens comme tout le monde qui aiment discuter, qui aiment rencontrer de nouvelles personnes, bon, qui sont plus ou moins occupés, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut savoir aussi un peu à son échelle. Bien sûr, il y a des gens, ça va être plus compliqué d'avoir leur contact, mais il y en a d'autres. Faut essayer déjà, par exemple, les gens qui parlent la même langue que nous. Parce que c'est vrai que, par exemple, des artistes américains ou des choses comme ça, peut-être ça peut être un peu plus compliqué, enfin, à moins d'être bilingue anglais, mais voilà, aussi le pays et tout ça, c'est des choses qui peuvent aussi faciliter. Et non, moi je pense que faut vraiment s'en servir sans tomber dans bien sûr quelque chose de toxique, voilà, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas toujours simple à gérer. Et moi je préférais Instagram avant. Il y a quelques années maintenant, je trouve ils ont changé beaucoup de choses, c'est plus trop comme avant, je vois plus autant les artistes que j'aime, enfin il y a un peu quelque chose de... Mais bon, ça reste un outil vraiment important et en tout cas pour l'instant je me vois pas m'enlever d'Instagram et ça m'a permis de faire des rencontres absolument géniales, donc même de... Moi j'avais correspondu un moment avec une fille qui était au Canada, qui était passionnée de photographie, et c'est des trucs... C'est fou, quoi. Enfin, on était à 10 000 km. Enfin, ça a vraiment parfois vraiment des bienfaits. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment prendre tout ça pour nous et essayer d'éliminer un peu les choses négatives comme la comparaison, le côté un peu groupe. Enfin, en fait, quelque part, qu'il y a aussi dans la vraie vie. En fait, c'est des choses qui sont dans la vraie vie, mais qui ont été transposées en une application, quoi. Oui, et puis qui sont exacerbées. Je pense que il y a tellement d'amour sur les réseaux, mais aussi tellement de violence, en fait. Mais je pense, ouais, il faut savoir s'en servir. Aussi, justement, pour à bon escient. Et je pense que envoyer un message à quelqu'un qui nous inspire, qui nous touche, un message gentil, au pire des cas, on n'aura pas de réponse, mais ça sera jamais mal perçu. Donc ça vaut quand même le coup de le faire et de pas s'auto-censurer, en fait, finalement. Parce qu'on sait pas ce qu'on peut avoir. Oui, absolument. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça peut vraiment être une grande surprise. Quand est-ce que tu t'es dit que tu avais réussi, toi, dans ce métier-là ? Je sais pas si on peut dire que j'ai réussi. Je sais même pas si dans 10 ans je dirais ça. Mais je dirais plus que je me sens à l'aise dans ce métier-là et que j'ai trouvé une façon de vivre grâce à tout ça.
Mais je trouve que la réussite, c'est quelque chose de très abstrait. C'est est-ce que réussir, c'est être connu? Est-ce que réussir, c'est être heureux dans ce qu'on fait? Moi, je suis plus de cet ordre-là. Mais je dirais qu'en tout cas, j'ai de la chance parce que j'ai su jeune et j'ai pu jeune m'épanouir dans mes passions. Mais c'est de la chance et tu t'es créé les opportunités aussi. Oui, de la C'est chance. toi qui allais écrire aux agences de mannequinat au départ. Oui, c'est de la chance et du travail. Enfin, moi, je crois. En fait, je pense que c'est des métiers où, bien sûr, il y a la chance est un peu là, disons. Mais pour moi, il n'y a que le travail qui paye, même si parfois ça met plus de temps pour certaines personnes que d'autres. Pour moi, en fait, j'ai un peu cette impression, en fait, les gens qui n'ont pas continué, voilà, enfin, si on utilise le terme réussir, pour moi, les gens qui n'ont pas vraiment réussi, c'est souvent des gens qui n'ont pas continué. Même si je sais à quel point ça peut être dur de continuer, et puis il y a plein de raisons qui font qu'on ne peut pas continuer, que ce soit financière, problèmes familiaux, enfin, vraiment, il y a énormément de raisons, mais quand, disons, c'est pas des choses aussi embêtantes, je pense que c'est vraiment important de continuer, ou même de reprendre plus tard en tout cas, mais de pas s'arrêter déjà à un échec, à un non, parce que on en finit pas quoi. Et oui, mais parfois c'est vrai, je peux comprendre, c'est difficile parce que c'est des métiers où il y a beaucoup de non, beaucoup d'attentes, beaucoup de... On est en demande aussi, on a besoin des autres, des clients, donc tout ça, des trucs aussi pas toujours faciles à gérer. Oui, en effet, tu es toujours en attente d'autres êtres humains. C'est un vrai travail d'équipe. C'est quelque chose qui, je trouve, est parfois un peu oublié par le public. Quand on regarde une photo, on a l'impression qu'on a le modèle et la photographe. Et on en oublie, en fait, finalement, que le reste de l'équipe, et je vais en oublier en citant, mais ne serait-ce que au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure, au niveau de la lumière, la photo reste un travail d'équipe. Oui. Après, bien sûr, ça dépend du projet. Parce que parfois, effectivement, il n'y a que le modèle et le photographe. Mais c'est vrai que c'est même vrai dans le cinéma. Hein. Dans le cinéma, les gens, ils connaissent... Enfin, c'est pas une critique de ça, mais en fait, on ne connaît du grand public les réalisateurs et encore, et surtout les comédiens. Mais un peu logique, ceux qui sont en tête d'affiche. Enfin, voilà, mais... Je veux dire, un film, un long métrage, c'est 200 personnes. Une création artistique, la peinture c'est encore autre chose, mais en fait tous les gens qui ont participé à la création sont importants, quelle qu'elle soit, et je pense que faut absolument remettre ça un peu à l'ordre du jour, et je trouve que c'est dingue que à notre époque ça le soit pas plus. Oui, je suis assez d'accord avec toi et je suis toujours un peu peinée quand à la fin d'un film, je vois tout le monde se lever alors que les noms défilent à l'écran. Et que je me dis, mais vous vous rendez pas compte que ces gens-là, pendant 3 mois, 4 mois, ils ont été loin de leur famille, ils sont partis souvent loin de chez eux, ils ont travaillé comme des malades, ils se sont levés à des horaires pas possibles et vous regardez même, vous prenez même pas conscience du fait qu'ils ont mis une partie de leur vie dans ce film-là. Et alors que en fait, si on s'y attarde un peu, c'est des noms, c'est des humains, et c'est des gens sans qui le film qu'on vient de voir, on n'aurait jamais pu le voir, quoi. Oui, il y a un peu quelque chose de... Et en plus, les génériques, c'est tellement dur à faire. Rester jusqu'à la fin du générique, juste pour la personne qui l'a fait. Mais oui, après, c'est quelque chose qui est comme ça. Hein, mais après, bien sûr, quand on se met à vraiment aimer le cinéma ou la photographie, on va s'intéresser à tous ces gens. Et je peux comprendre qu'on puisse pas tout connaître aussi. Sinon, c'est infernal. Ouais. Mais je pense que c'est important d'en avoir du moins conscience. Oui, de se rendre compte qu'une caméra, elle bouge pas toute seule, que la musique qu'on entend en fond d'un film, elle est pas arrivée toute seule sur le film, qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a inséré, à qui les droits dessus. Enfin, c'est des métiers qui sont très précis, mais sans lesquels on n'aurait pas ce film-là, quoi. Oui, puis ça change un film totalement. J'aimerais bien que tu nous parles du court-métrage que t'as sorti récemment, qui est très touchant et très beau. Enfin, je trouve que c'est de la vraie beauté. T'as vraiment extrêmement travaillé la qualité de l'image, du son, de l'étalonnage. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce projet.
Bah déjà, merci beaucoup. Et, du coup, le film s'appelle Parle-lui de moi, et c'est un film qui dure 11 minutes. Euh, c'est un film que j'ai préparé pendant environ 2 ans et que j'ai pu tourner en septembre 2021 et je viens de pouvoir le sortir publiquement il y a quelques jours après l'avoir envoyé en festival. Et donc, c'est mon premier vrai film dans le sens où moi, comme j'ai dit au début de l'interview, j'ai toujours filmé plein de... Je crois que je l'ai dit. Oui, oui, tu l'as dit. Ok, d'accord. J'ai toujours... Mais j'ai toujours filmé pas mal de choses autour de moi et tout ça. Et, mais voilà, même si j'avais fait plusieurs petits films, pour moi, c'était pas un film avec du monde et tout. Enfin, et en fait, je me suis un peu forcée pour ce film-là à vraiment avoir en fait une vraie équipe et me mettre vraiment dans la peau de bon, toi tu réalises et t'écris et du coup je l'ai aussi produit. Mais voilà, l'image, tu vois, un chef opérateur, la déco, tu auras une chef déco. C'est très important pour moi, c'est un peu une forme d'exercice et aussi parce que j'avais un peu des exigences au niveau de l'image, où je voulais vraiment qu'elle soit assez léchée. Et, et donc voilà, et en fait l'histoire, je suis pas la meilleure pour pitcher, mais, mais en gros ça traite du deuil et du souvenir. Et c'est sur une femme qui vit dans ses souvenirs, un peu à la recherche, et dans sa maison, un peu à la recherche de l'homme avec qui elle vivait, qui reviendra pas. Et voilà, je suis très... Parce que dans les choses que j'écris, il y a toujours un peu cette notion de traces que nous laissent les gens, qu'ils soient vivants, morts, qu'ils aient juste été un petit moment dans notre vie. C'est quelque chose qui me fascine pas mal, même que c'est aussi même les ancêtres, des choses comme ça. Et donc je pense que ça a un peu guidé ce premier film. Et voilà. Est-ce que c'est une question très philosophique, mais est-ce que finalement, faire une activité artistique, c'est pas une manière aussi justement de combler sa peur de l'oubli? Peut-être, moi en fait moi j'ai l'impression que j'ai fait ce métier-là parce que enfin pour combler des manques, mais dans le sens où par exemple pour faire réapparaître des gens qui sont plus là, euh, faire des choses à des gens que toi tu n'oserais jamais faire, ou dans ta tête tu rêverais de le faire mais tu peux pas le faire. Je trouve que c'est des métiers un peu bizarrement de manque en fait, et tu combles ces trous, et oui quelque part tu combles aussi l'oubli. Je sais pas si c'est parce que je me vois pas comme quelqu'un qui a envie de laisser une trace de moi, mais je sais que je le fais inconsciemment. Mais je vais aussi laisser la trace des autres. Et c'est très important pour moi. Et parce que je pense que, ouais, en fait, en plus, on est d'une génération où il s'est passé pas mal de choses au XXe siècle, enfin même les siècles d'avant, mais toutes les guerres, etc. Et puis il y a eu tellement d'évolutions très vite, que ce soit technologique, industrielle. Et du coup, on a un peu encaissé tout ça. Et ça, c'est des... je m'interroge beaucoup, en fait, sur la transmission des traumatismes. Ouais. On en parlait avant de commencer l'interview tout à l'heure. Moi, j'ai une grande obsession sur la légitimité. Je me sens vraiment légitime à faire ce que je fais. Et donc, je te posais la question, comment est-ce que tu t'es sentie légitime à réaliser ton premier court-métrage? Je sais pas si je me sens tout à fait légitime encore, mais parce que bon, le syndrome de l'imposteur, on connaît un peu tous. Mais ce qui m'a un peu rassurée, on va dire, c'est que je me suis forcée vraiment à ce que, en tout cas techniquement, je me dise pas il y a un manque ou voilà, que je me dise bon voilà, techniquement je peux le montrer à n'importe qui. On va pas me dire le son ça va pas du tout, l'image ça va pas du tout. Donc c'est plus des trucs un peu matériels, on va dire, plus qu'autre chose.
Et puis en fait, c'est surtout que j'en avais très envie. Enfin, c'est peut-être ça aussi qui m'a donné la légitimité. Enfin, j'ai toujours eu envie de faire des films, mais là, je m'étais dit... je sais qu'il y a quelques personnes autour de moi qui m'ont dit « Mais t'es sûre ? Enfin, t'en as jamais vraiment fait avec autant de monde, parce que on était quand même pas mal sur le tournage, un peu. Enfin, on était 16, donc ça faisait quand même du monde à gérer. Et puis... moi, enfin bon, je me suis en fait persuadée, je me suis tellement persuadée que j'en étais capable, que je l'ai fait, même si dans ma tête, je me sentais pas du tout capable. Mais finalement, parfois, de se faire croire les choses, ça marche. Et voilà, et je pense que oui, parfois, je sais pas si c'est en tant que femme ou en tant qu'individu tout court, mais parfois on a un peu tendance à se dire faut que je fasse les choses parfaitement. Un peu, en fait, finalement, ce que je disais au début sur la technique. Finalement, peut-être qu'on me l'aurait totalement excusé, mais moi, dans ma tête, non. Je pense que parfois, on se met des contraintes. Mais maintenant, je suis plus contente d'avoir fait parce que c'est un peu débloqué un truc comme moi. C'est possible, alors fais-le. Enfin, et puis, en fait, même si, en fait, je pense que c'est tout à fait possible de faire un film avec juste une caméra. En fait, pour faire un film, il faut être, disons, minimum 3, quoi. Le comédien, la personne qui tient la caméra, le réalisateur, et encore le réalisateur peut tenir la caméra. Mais voilà, je pense que quand on en a envie, en fait, faut faire, faut beaucoup s'entraîner. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui, quand elle commence quelque chose, j'en fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, par exemple, avec la photo, ça m'a jamais passé, je fais encore tout le temps de la photo. Et voilà, après, les films, c'est plus délicat quand on veut tout de suite faire les choses avec une certaine ampleur. Mais voilà, je suis quand même toujours dans un process dans ma tête de qu'est-ce que j'aimerais filmer, qu'est-ce que j'aimerais raconter. Je pense à ça tous les jours. Et ouais, du coup, c'est quelque chose d'un peu obsessionnel, mais, mais j'en ai besoin pour avancer et pour aussi me sentir justement légitime. Et donc, c'est un film que tu as autoproduit, tu le disais. Est-ce que tu peux parler un peu, expliquer ce que c'est l'autoproduction, parce que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui justement voudrait se lancer. Alors moi, dans mon cas, en fait, c'était par rapport à mes économies. J'ai aussi travaillé durant l'été avant de faire le film pour acquérir un peu d'argent. Donc en fait, vraiment, c'est venu de mes fonds personnels. Et mes parents m'ont un petit peu aidée. Et donc à partir de là, en fait, j'ai un peu évalué. J'avais une directrice de production donc, qui m'aidait en fait à gérer le budget que moi j'avais pu avoir pour le film. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a pu déterminer pour la déco, il y aura tant de budget, pour le matériel, il y aura tant de budget, pour la régie, le logement, parce que j'ai pas tourné à Paris, il y aura tel et tel budget. Et à partir de là, en fait, ce qui était vraiment important, c'était d'établir en fait pour chaque poste et domaine le budget. Et ensuite, essayer de le respecter, d'avoir une petite marge de manœuvre, parce qu'il y a toujours des petits trucs en plus. Il y a toujours les quelques pourcents d'erreur voilà. d'imprévu. Mais en gros, ça s'est passé comme ça, donc c'est chouette parce que ça m'a un petit peu appris, parce que bon, c'était pas non plus un budget énorme, donc ça m'a un peu permis aussi d'apprendre ça. Et je pense que c'est important pour aussi se rendre compte de tout ce qu'il faut pour faire un film. Parce qu'en fait, souvent, les gens, quand ils voient un film, ils s'en rendent absolument pas compte. Mais ce que je comprends, moi, pendant très longtemps, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, y a un truc... parfois, moi, du coup, même un film que j'ai pas du tout aimé, ou que j'ai trouvé nul, ou voilà, je lui voue un respect, rien que pour le fait de tout ce qu'il a mis en place, de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il faut préparer, et même d'être allé jusqu'au bout. Parce que c'est pas facile de trouver des gens pour produire ces films, de se dire ça va marcher, je lâche pas ce projet. Donc moi, du coup, quel que soit en fait le film, je voue énormément de respect. Et surtout, en fait, je trouve qu'on peut toujours trouver des choses positives à un film, parce qu'en fait, il y a tellement de choses dans un film, que ce soit l'image, la déco, le son, la musique, et j'en passe. Et donc pour moi c'est hyper important de se dire, moi ça m'arrive de dire bah voilà, j'ai pas trop aimé ce film, mais par contre l'image c'était magnifique. Enfin voilà, après ça nécessite aussi de s'intéresser aux différents métiers du cinéma, mais j'essaye d'avoir vraiment conscience de tout ce qui fait un film,
Et même c'est marrant parce que parfois quand on va avec des techniciens au cinéma, du coup ils vont vachement repérer, genre ah oui là ils ont fait ça et machin, et c'est super marrant en fait. Enfin, après voilà, on peut aussi un peu garder son âme d'enfant et dire voilà, moi ce que j'ai mis dans le film c'est ça, mais Ouais, mais c'est vrai que c'est dur quand tu commences à t'intéresser vraiment aux différents métiers pas, de pas être un peu matrixé quand tu regardes un film et te dire ah, je l'aurais pas cadré comme ça. oui oui, mais et puis même en fait un film, parfois on va avoir tendance à tout mettre sur le réalisateur, mais il n'y a pas que lui qui décide, hein. Déjà les producteurs ils ont une marge de manœuvre énorme. Enfin, c'est... En fait, c'est des choses, c'est dommage que ce soit pas un peu plus médiatisé, on va dire. Parce que même, c'est pas facile aussi dans sa tête de se dire, bah, comment je vais produire mon film? Qui je vais aller voir? Qui faut faire confiance? Qu'est-ce qu'il faut comme document? Enfin, c'est des choses... voilà, Enfin, c'est un boulot à part entière de se renseigner sur tout ça. Et, et je trouve que, voilà, Enfin, en tout cas, en ce qui s'agit de l'importance des postes, ça serait chouette si c'était un petit peu plus commun, quoi. Et puis en fait, ce qui est dommage à pas connaître ça, c'est que du coup, quand un enfant s'intéresse au cinéma et que ses proches ne connaissent pas ce milieu-là, on va lui dire c'est impossible de faire du cinéma parce que c'est trop dur. Mais en fait, faire du cinéma, ça veut rien dire. Et il y a 300 000 métiers dans le cinéma qui sont tout à fait accessibles parce que... Enfin, tout à fait accessibles. C'est technique, il faut l'apprendre. Mais je veux dire, ça reste du travail sur lequel tu n'as pas besoin forcément d'être repéré, d'avoir des financements. En fait, ça passe... Le cinéma, c'est pas un réalisateur, un comédien, un producteur. Tu as des équipes de techniciens qui sont des métiers qui sont des métiers plus, entre guillemets, normaux, qui ressemblent plus à un travail avec un contrat de travail. Et ça, ces métiers, si on les connaissait plus, on aurait moins peur de dire j'ai envie de travailler dans le cinéma. Bah en plus même, c'est le cas en fait dans beaucoup de métiers artistiques. Il y a un peu beaucoup trop de clichés autour de ce milieu qui font qu'en fait, par exemple, les gens pensent très rarement aux gens qui travaillent dans les galeries, même être critique d'art. Alors que ça, c'est voilà, c'est souvent on travaille pour des journaux et tout, c'est vraiment des contrats très spécifiques. En fait, les gens ont un peu une idée de l'artiste dans son atelier. C'est un peu arriéré presque en fait. Alors que il y a tellement de métiers autour, qui sont hyper intéressants, même. Enfin, je peux même pas tous les citer. Et c'est vrai qu'en fait, en plus, du coup, il y a un peu ce truc de, à force de parler que du réalisateur ou que des comédiens, en fait, moi, je connais des gens, après, quand ils ont fait leurs études, ils ont dit, ouais, en fait, je disais que je voulais réaliser, mais en fait, je veux faire du son. Enfin, parce qu'ils ont découvert le son et qu'ils ont eu une passion pour le son. Mmh. Et c'est juste qu'en fait, c'est parce que c'est pas... En fait, on n'en parle pas assez à l'école, même. Alors, je sais que c'est compliqué de parler de tous les métiers, mais moi, par exemple, j'étais dans un vraiment bon lycée à Paris, et il y avait un peu un truc, faut faire une prépa scientifique et c'est tout, quoi. Il y avait un peu ce truc, en plus comme j'étais en S, mais en fait il y a tellement de formations, tellement de possibilités, et même en fait ça, moi je trouve que ça rend les gens malheureux, parce qu'ils ont l'impression de pas être comme il faut, de pas vouloir faire comme tout le monde fait, et puis finalement on se rend compte le nombre de gens qui font en fait des reconversions ou des études en plus, et c'est très bien d'ailleurs de faire ça, mais ouais, en fait, on est finalement assez mal orienté. En fait, à vouloir absolument, parce que c'est très difficile. Moi, là encore, je trouve que j'ai de la chance. Je suis jeune ce que je voulais faire. Mais moi, je comprends tout à fait qu'à 16 ou 17 ans, on ne sache pas. Et même souvent, qu'on ne le sache pas. Mais alors que... je veux dire, en fait, même dans la vie, et je pense qu'en plus, maintenant, comme tout change beaucoup... à plein de niveaux différents, pour moi on va faire plusieurs métiers dans nos vies. Faut en avoir conscience, et je trouve qu'on nous prépare pas assez à tout ça, et on nous apprend pas à déstresser aussi, à se dire c'est pas grave, et même en fait c'est pas grave si tu réussis pas ou que tu y arrives pas. Ça veut pas dire que c'est peut-être qu'à ce moment-là c'était pas fait pour toi. Ouais, puis encore une fois ça rejoint en fait ce que tu disais quand je te posais la question de la réussite.
C'est que pas réussir, ça veut dire que t'as pas réussi à en vivre, ça veut dire que t'as pas réussi à aimer ce que tu faisais. C'est encore différent. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu disais, de finalement au lycée, quand t'as envie de faire autre chose, t'as presque l'impression de pas être normal. Alors que finalement, quelques années plus tard, tu te rends compte que parmi les gens qui ont commencé des études, les études qu'on nous a presque demandé de faire quand on est sorti du lycée, peu les ont terminées. Ou peu en ont fait une carrière. Et c'est vrai que c'est assez dommage, et je pense que c'est une méconnaissance juste aussi des métiers différents, des métiers moins communs. Mais c'est fou que tu l'aies ressenti d'ailleurs aussi à Paris. J'avais l'impression qu'à Paris, tu vois, j'avais peut-être ce cliché-là qu'à Paris c'était moins dur parce qu'on connaissait tous des gens qui avaient fait d'autres métiers. Non, en fait, surtout quand... Enfin, moi, j'ai remarqué ça aussi. En fait, ça dépend des lycées, j'ai l'impression, parce que, par exemple, j'avais une fille dans ma classe, je me rappelle, qui avait été dans un lycée, disons, je crois que c'était en ZEP, et par exemple, on leur parlait que des BTS, on n'en parlait pas des prépas. Ou moi, j'étais dans un vraiment bon lycée en plein Paris, on me parlait des prépas. Enfin, il y a un peu ces trucs... je pense que c'est un peu pareil, peut-être en province, ou voilà... ou enfin en tout cas ailleurs qu'à Paris, il y a un peu ces trucs-là, en fait, il y a un peu des catégories. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est un peu le problème dans les études, c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour ces catégories, qui sont faits entre guillemets pour l'excellence et les grandes écoles, mais moi je ne trouve pas que ça veut dire que tu as réussi ta vie parce que tu as fait telle ou telle école. Enfin... alors, il y a des écoles, oui, c'est génial de les avoir, qu'on soit d'accord, mais pour moi, il y a quelque chose de... En fait, à toujours vouloir l'excellence, finalement, le reste... Enfin, on ne peut pas tous faire ces écoles-là, en fait. Et c'est pas grave. Et même... Enfin, moi, j'avais vu une fois un documentaire, c'était assez marrant dans le générique, sur les Beaux-Arts de Paris. En fait, il faisait une liste des grands artistes qui avaient fait les Beaux-Arts et une liste des grands artistes qui n'avaient pas fait les Beaux-Arts. La liste des grands artistes qui n'avaient pas fait les Beaux-Arts était absolument immense, bien plus grande que celle qui les avait fait. Et en fait, je trouvais ça assez drôle parce que... Enfin, en fait, ça montrait un peu... Mais c'est vrai dans plein de métiers. Je pense qu'en fait, c'est juste que aussi il y a un truc un peu... on veut trop être pragmatique, on veut trop mettre les gens dans les cases, on veut trop dire tu feras ça, t'as fait ça, donc tu seras comme ça. Et en fait, le manque de nuances, pour moi, ça crée beaucoup de mal-être, en fait, chez les gens. Ouais, puis je trouve qu'en plus, dans les très grands lycées, justement, on nous propose effectivement plus les grandes écoles, mais finalement, on nous propose toujours les mêmes grandes écoles. Oui. On va nous proposer Polytech, l'ENS, Sciences Po, alors qu'en fait, au final... même dans les métiers artistiques, il y a des immenses écoles. Je veux dire, les écoles de gastronomie, les écoles de cinéma, la FEMIS. Je veux dire, il y a des très grandes écoles, même dans les secteurs qu'on ne présente pas au lycée. Et ça, c'est des écoles d'excellence aussi, en fait, mais qui sont juste pas celles vers lesquelles... c'est des concours très difficiles. Enfin, je sais que la FEMIS est considérée comme le concours le plus difficile de toutes les grandes écoles confondues. Ouais. Bon, dû au fait qu'ils prennent que 1% des gens par section, parce que on passe la FEMIS dans une section, que ce soit réalisation, scénario, image, etc. Et voilà, c'est un concours en 3 tours, enfin extrêmement exigeant, donc il y a un peu ce truc en fait où c'est dommage, parce que, et même en fait, par contre, c'est pas très grave de pas faire les grandes écoles, même dans ces métiers-là. Hein. Bien sûr. Mais oui, c'est tout autant des grandes écoles. Ouais, elles existent aussi et on les connaît peu. En fait, on les connaît une fois qu'on a pris la décision d'aller vers ce milieu. Mais on n'en entend pas forcément parler avant. Oui, c'est ça. Et même, je trouve ça dommage que dans certains lycées, sous prétexte que tu as des élèves qui sont en difficulté ou des choses comme ça, il y en a aussi qui le sont pas et qui, en fait, auraient envie qu'on leur parle des prépas et des choses comme ça. Et c'est pas... Enfin, ça, c'est tout le côté des avantages et sociaux, etc. Ça, c'est encore un autre débat, mais c'est vrai que c'est assez... C'est dommage, parce qu'en fait, les gens peuvent se retrouver un peu partout. Ouais, et on a accès à ces informations souvent plus tard, alors qu'au lycée, on est un peu perdu. Et... Non, moi, je me rappelle, je trouve que les conseillères d'orientation au lycée, mais c'est une catastrophe. je connais personne qui m'a dit « Oh, ma conseillère d'orientation était géniale !» Enfin, bon, c'est peut-être un peu un cliché, mais sincèrement, j'ai vu personne qui a eu une révélation...
Ouais, bah parce que après, il en existe probablement des géniales. Oui. Mais oui, on te propose souvent les mêmes écoles, les mêmes. Mais parce qu'il y a un manque de connaissances. Et même nous, il y a plein de milieux qu'on ne connaît pas et où on serait bien embêté de devoir orienter quelqu'un vers ces milieux-là, hein. Mais oui, c'est vrai que c'est dommage d'avoir finalement d'être figé entre t'as fait ES, fait du droit ou de l'économie, t'as fait ES, en médecine ou peut-être fait ingénieur, tu vois, c'est peut-être un peu dommage. Et puis même, par exemple, l'ingénieur, moi, le nombre de copains qui ont fait ingénieur et qui me disent, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. J'ai fait une école d'ingénieur, mais je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Même quand tu dis que tu veux être ingénieur, ça veut tout et rien dire. C'est dingue. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a pas donné au moment où tu as lancé ta carrière et que tu aimerais pouvoir donner à un jeune qui nous écoute et qui est intéressé par la réalisation et la photo? Je pense que maintenant, en fait, on m'a donné pas mal de conseils, donc je sais pas si ça serait quelque chose qu'on m'a pas donné. Mais je dirais vraiment, moi, de s'intéresser à tout, ce qui touche, en fait, le milieu qui t'intéresse. De pas du tout... d'être très curieux. D'y croire. Parce que, en fait, les gens disent souvent ça, faut y croire, machin, mais en fait, c'est vrai parce que, en fait, c'est un peu comme la confiance en soi. Même quand t'as pas confiance en toi, pourquoi les autres auraient confiance en toi? Et même, en fait, si t'as pas confiance en toi, fais semblant que t'as confiance. Parce que moi, j'ai un peu du mal avec la confiance en soi. Donc, en fait, je pense que c'est important d'être dans certaines postures, et ouais, en fait, et de toujours, moi surtout, de toujours pratiquer. Ça, c'est super important. De jamais s'arrêter. En fait, d'être toujours sans s'épuiser complètement, mais d'être toujours en ébullition. C'est aussi ça quand je parlais de curiosité. Parce que du coup, même, je pense que ça permet d'être bien aussi, de se dire, bon, ok, peut-être là, t'as pas beaucoup de boulot, mais en ce moment, tu vas faire des photos plus personnelles. Bon, bah, c'est pas grave. Tu fais des photos. Enfin, ou là, tu fais pas un film parce que bah, t'as pas l'argent. C'est pas grave, t'écris. Enfin, je trouve un peu des alternatives qui permettent de rester positive et de se dire je continue de bosser à fond et ça va marcher. Oui, parce que c'est une endurance en fait. Oui, en fait, c'est vraiment des métiers d'endurance plus que de... En fait, les sprints, ça marche pas dans ces métiers-là du tout. Et je pense qu'en fait, c'est... Plus on s'acharne, plus ça finit par donner quelque chose. Et même, en fait, et aussi se dire... parce qu'il y a un peu tous ces trucs autour d'être connu, pas connu et tout. En fait, je pense qu'il faut en avoir un peu rien à faire. Faut se dire... bah déjà, j'ai la chance et j'ai réussi à faire ce métier, même si je suis pas dans les 10 plus grands, bah c'est pas grave, tu fais ce métier, c'est ton métier, c'est déjà super. Et si t'es heureux comme ça, en fait, c'est surtout ça. Pour moi, c'est vraiment important. Ouais, c'est ce qui te fait trouver ta place petit à petit et te découvrir. Si tu veux de suite être un grand, tu t'autocensures sur plein de choses. Oui, c'est important de tâtonner, de même se dire, moi par exemple, j'ai fait plein de types de photos différents et j'en fais encore. Et en fait, se dire que. En fait, essayer de pas s'enfermer dans quelque chose en disant, ok, si je fais que ça va marcher. Non. Oui, puis tu parlais tout à l'heure de la recherche de la perfection où souvent on veut que ça soit parfait. Mais finalement, je pense que quand tu regardes tes premières photos, tu vois les défauts qu'elles ont, mais tu ferais pas celles que tu as fait aujourd'hui si tu n'avais pas fait les premières. Oui, c'est sûr. Et puis même, en fait, à force de se dire, ah bah c'est pas comme je veux, ah machin, en fait, on fait rien. Et donc, moi, je connais quelques personnes comme ça et c'est dommage. Et aussi, surtout, bon, on peut avoir un éclair de génie, hein, que ce soit nos premières images ou encore notre premier film. Mais il faut le cultiver en fait. Parce que ça part aussi vite que c'est venu. Donc pour moi, c'est surtout ça, c'est cultiver en fait notre jardin artistique. La question avec laquelle je conclue toujours les interviews, c'est si toi aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait aujourd'hui, toute ton expérience, tout ce que tu as acquis, tu pouvais te parler au toi enfant qui prend des photos, qui fait des petits films et qui sait pas encore ce qu'elle va faire réellement après le lycée, qu'est-ce que tu te dirais? Bah je pense me dirais en fait continue. En fait.
Comme un peu tout ce que j'ai dit avant. Je me dirais, lâche pas, continue, parce que ça va donner quelque chose et ça donnera peut-être encore quelque chose. Et ça va être beau. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!